Yuri a traversé l'enfer. Entouré de ses proches, cet adolescent de 14 ans enterre son père. Il s'appelait Ruslan Neshiporenko, il avait 47 ans, il était avocat. L'homme a été exécuté à bout portant par un soldat russe devant son fils. Yuri, lui, est un miraculé, car lui aussi a été visé par le militaire et lui aussi aurait dû être enterré ce jour-là aux côtés de son père. Ce drame s'est déroulé à Boutcha, une petite ville de 37 000 habitants au nord-ouest de Kiev, aujourd'hui saccagée après l'occupation par les forces russes. Malgré la douleur, Yuri et sa mère ont accepté de témoigner. Il est environ 10 h, jeudi 17 mars, quand Yuri et son père partent de chez eux à vélo pour aller chercher des vivres à la mairie. Nous roulions depuis 2 minutes environ sur la rue centrale et un militaire russe est sorti de derrière un bâtiment. Il a dit « Arrêtez-vous » et nous sommes descendus des vélos. D'ailleurs, nous avions des brassards blancs, ce qui signifiait quelque chose comme « Nous sommes des habitants civils et nous ne présentons aucun danger pour qui que ce soit ». Nous avons immédiatement levé les bras. Les vélos s'appuyaient simplement sur nous, nous ne les tenions pas. Et après ça, il a demandé où nous allions. Mon père a répondu que nous allions chercher de la nourriture et que nous ne présentions aucun danger. Mon père a commencé à se tourner de profil vers moi et le militaire russe a commencé à tirer. Il a tiré 2 fois dans le côté gauche de la poitrine, par là, au niveau du cœur. Après quoi, mon père est tombé en criant. Yuri est la cible du 3e tir. Il est touché à la main et au bras. La balle est passée comme ça. J'avais les mains levées et la balle est passée entre le pouce et l'index. Mon bras était tourné de telle façon que la balle est également arrivée par ici et sortie par là. L'adolescent tombe à son tour. Après quoi, il y a eu encore un tir. C'était le 5e. Il visait probablement ma tête, mais il n'a touché que la capuche. Sur cette photo, on voit le trou laissé par la balle qui a traversé la capuche. Un 6e tir atteint son père en pleine tête. Hébété, Yuri reste environ 1 minute au sol, observant le sang se répandre autour de son père. Après, j'ai attendu encore 30 secondes et lorsque j'ai vu que j'étais seul et que personne ne pouvait me voir, je me suis levé une fois que le militaire qui était derrière le tank ne me voyait plus. Et sans réfléchir, j'ai commencé à courir. En état de choc, il parvient à rentrer chez lui. Mais comment récupérer le corps de son père? C'est Katarina, sa grand-mère, qui va s'en charger. Le soldat est sorti de là-bas, il a tué Ruslan ici et ils ont déplacé son corps sur le trottoir. Déterminée, elle décide d'aller chercher le corps de Ruslan, seule. Et elle demande aux Russes de l'aider. Je suis allée les voir 4 fois. Je leur disais « Aidez-moi à récupérer le corps ». Ils m'ont répondu « On n'ira pas, allez-y vous-même ». Avec l'aide de 2 voisins, Katarina ramène la dépouille de son gendre à la maison. Il est alors impossible de l'inhumer au cimetière en raison des combats.
Les balles sifflaient au-dessus de nos têtes. On a appelé les secouristes, mais ils ne pouvaient pas venir car c'était une zone impossible pour eux. On l'a enroulé dans un tapis et on l'a enterré comme ça, ici. Le 10 avril, les enquêteurs ont finalement exhumé le corps afin de procéder à son autopsie et répondre à cette question. La mort de Ruslan Nechiporenko est-elle un crime de guerre? Pour Katarina, cela ne fait aucun doute. Si ce n'était pas un crime de guerre, il serait toujours en vie. Bien sûr que c'est un crime de guerre. Les images de cette guerre ont fait le tour du monde. Bombardements sur des immeubles d'habitation. Tirs sur les populations en fuite. C'est quoi le problème avec vous, bande de cons? Les civils, butez-les tous. T'as compris? Exécution sommaire. Depuis qu'elle a envahi l'Ukraine, le 24 février dernier, la Russie est accusée de violer les lois et les règles de la guerre. Vous voulez des preuves d'armes interdites? Voilà, là ce sont des armes interdites. Pour traduire en justice les responsables de ces exactions, les autorités ukrainiennes documentent aujourd'hui chacun des crimes répertoriés. Le conflit ukrainien est unique dans l'histoire. C'est la première fois que nous avons la possibilité de rendre des comptes de façon aussi documentée. Nos équipes ont enquêté sur plusieurs de ces faits. Qui sont les auteurs de ces actes? Pour quelles raisons les ont-ils commis? Et comment prouver qu'il y a bien eu crime de guerre? Allez, on y va. C'est parti. Ruslan Kravchenko est le procureur général du district de Boutcha. Il est accompagné de policiers et d'experts en balistique ou en médecine légale. Ensemble, ils ont pour mission d'analyser toutes les scènes de crime de la ville. On n'arrête pas. Tous les hommes disponibles travaillent 24 heures sur 24. Nous rassemblons toutes les preuves possibles. C'est le bâtiment qui est là-bas. Vous allez tout droit et ce sera à droite de l'immeuble. Est-ce que vous pouvez nous montrer? Nous sommes le 3 avril. Les forces russes ont quitté la ville de Boutcha il y a 72 heures, laissant derrière elles des centaines de victimes civiles. Dans cette zone, il reste beaucoup d'obus. Le territoire a été déminé hier, mais il y a toujours un danger. Mais où sommes-nous? Les habitants du coin appellent cet endroit Stekovka, le croisement. C'est ici qu'était installé l'état-major des troupes russes quand ils tenaient la ville. Au fond de la cour, un corps étendu sur le sol vient d'être retrouvé. Allez, on y va. On fixe la scène. Vous pouvez commencer le procès verbal. Cet homme a été abattu par arme à feu. La dépouille est gravement mutilée. C'est le 11e corps à avoir été découvert sur ce site. Vous pouvez déterminer la date du décès? 3 jours, c'est certain, mais je ne peux pas être plus précis. Il va falloir faire une autopsie. Oui, après l'autopsie. Constatez-vous des signes visibles de torture? Les mains étaient attachées. Et il y a des traces de blessures par balle transperçantes sur le poignet gauche.
Ce corps va être amené à l'Institut médico-légal. Ils l'examineront à nouveau. Ils feront une autopsie en présence des experts. À l'écart, un homme est interrogé. C'est le voisin de la victime. Les enquêteurs recueillent son témoignage qui servira à constituer le dossier d'enquête. Ce jeune homme avait tout juste 21 ans. Il était très jeune. Il a été enlevé dès le début, quand les Russes sont venus, parce qu'ils ont retrouvé une vidéo sur son téléphone. Ce sont des monstres. Il n'y a rien de pire. Ruslan Kravchenko doit prouver que ce sont bien les forces russes qui ont commis ces exactions. Et pour cela, il a besoin d'éléments matériels. Une équipe d'enquêteurs va venir pour récupérer toutes les preuves. Même ces boîtes de rations de l'armée russe vont être prises en compte. Des restes de vivres, des caisses de munitions vides. Tout ce que les militaires russes ont laissé derrière eux est scrupuleusement consigné. Les bâtiments occupés vont eux aussi être fouillés en profondeur. Un peu plus loin, en contrebas de la zone industrielle, le procureur est appelé par son équipe. 2 nouveaux corps viennent d'être découverts. Et une étape de plus franchie dans la barbarie. L'un d'eux a été décapité. C'est là. C'est là. Tu vois que ça a été coupé. Oui, c'est bien là. Qu'est-ce que t'en penses? On dirait qu'ils ont été tués au fusil d'assaut. Non, je ne pense pas. Ils ont tué avec un pistolet. Ils ont tiré à bout portant sur la gauche du cou. C'est très visible sur celui-ci. Et peut-être qu'ils ont été déplacés ici après leur mort. Pour vérifier si les cadavres ont bien été déplacés, le procureur décide de creuser sous le corps. Et très rapidement, la fouille s'avère fructueuse. On vient de retrouver la balle. Elle était dans le sol. Ça prouve que la personne était allongée quand elle a été tuée. Regardez par où est sortie la balle. Elle est sortie par derrière. Elle a traversé le corps par le devant vers l'arrière. Voici l'une des preuves essentielles. Cette balle, retrouvée sous le cadavre, atteste que l'homme a bien été abattu sur place, alors qu'il était allongé sur le sol. Excusez-moi, vous êtes qui? Nous les connaissons. Qui sont-ils? Vous connaissez leur nom? Je ne sais pas comment ils s'appellent, mais on les connaît tous les deux. On les connaît un petit peu. Nous, on travaille à l'usine. C'était des vigiles employés par une société extérieure. C'était des citoyens normaux, des civils, c'est tout. Oui, ils n'avaient pas d'armes. Aucune arme. C'était de simples gardiens. Ce n'étaient pas des gens armés, c'était simplement des agents de sécurité. Regardez-les, c'était des braves gars. Ce témoignage des employés de l'usine vient enrichir l'enquête. Des civils non armés, abattus alors qu'ils étaient allongés au sol, les premières constatations laissent à penser qu'un crime de guerre a été commis ici. La chaussure. N'oubliez pas la chaussure. Une fois la scène analysée, les corps peuvent être emmenés. À la morgue, les autopsies viendront étayer les premiers éléments relevés sur le terrain. Un travail long et minutieux qu'il faut répéter pour chaque cadavre. Ruslan Kravchenko peut compter sur son expérience. Il était déjà procureur en 2014, chargé d'enquêter sur les crimes de guerre perpétrés en Crimée et ensuite dans le Donbass. Mon devoir, c'est de tout prendre en note. Tous les éléments relatifs à l'agression militaire et les éléments qui concernent les meurtres des citoyens locaux.
Ça, c'est votre discours de procureur. Mais à titre personnel, que ressentez-vous? C'est une horreur. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est possible, que tout cela soit arrivé. Nous continuons à retrouver des corps tous les jours. Les crimes perpétrés à Boutcha dépassent tout ce dont il a été témoin par le passé. Il va en avoir une nouvelle confirmation. Le procureur s'arrête près d'un véhicule où aurait été retrouvée une victime. Il cherche le corps, mais à première vue, la voiture est vide. Il décide de repartir. Avancez. Avancez, avancez. C'est pas celle-là, c'est plus loin. C'est la mauvaise? Pourtant, il est au bon endroit. C'est pas la bonne. Il n'y a personne dedans. Ah oui, le corps est là. Ah si, c'est celle-là. C'est la bonne. Sur le siège passager, ce qu'il reste du corps d'une femme. Cette voiture a été mitraillée par un véhicule blindé, du très gros calibre, qui a coupé son occupante en deux. Les balles sont entrées par là. Peut-être qu'elle a essayé de se baisser. Cette voiture a été prise pour cible sur le bord de la route. À l'intérieur, nous avons retrouvé le corps de cette dame âgée. D'après les témoignages, elle essayait de quitter la ville lors d'une évacuation organisée par des habitants. Des civils qui tentaient de fuir et qui ont été abattus par les soldats russes. Cette scène s'est répétée à de multiples reprises. L'une d'elles a même été filmée. Ces images datent du 7 mars. Cette route est une portion de la voie rapide E40, située à l'ouest de Kiev, entre les villages de Mila et Mria. Les forces russes tiennent cette voie d'accès depuis 3 jours. Le 7 mars, voici les territoires qu'ils contrôlent autour de la capitale ukrainienne. C'est ce drone de la défense territoriale ukrainienne qui a tout enregistré. Roman Zanoza fait partie de l'unité Bugatti. C'est lui qui pilotait ce jour-là. Nous savions qu'il y avait des militaires russes à cet endroit. Et c'est pourquoi nous les filmions. C'était un vol tactique, comme on en fait tout le temps. Ça permet d'aider l'armée ukrainienne à déterminer où se situent exactement les positions russes. Voilà pourquoi j'ai pu capter ces images en direct pendant ce survol. Alors qu'il balaye la zone, il est attiré par une colonne de véhicules civils qui s'avance à hauteur d'une station-service. On voit 3 voitures à l'image. La première, de couleur noire, fait demi-tour. Juste derrière elle, une deuxième, blanche, et une troisième, bleu foncé. Les 2 font demi-tour également. Ici, il y a la position de l'armée russe, le tank et une tente où ils vivaient. La voiture bleue arrive à s'enfuir en direction de Jitomir, mais la blanche s'arrête. Sur cette image, on voit nettement l'automobile et la position de l'armée russe. Il y a environ 100 mètres, peut-être 70. À l'intérieur du véhicule, Maxim Yowenko, sa femme Xenia, leur fils de 6 ans et la mère d'un ami de Maxime, Natalia, âgée de 50 ans. Le père de famille sort de la voiture. Alors qu'il lève les bras en l'air, il est abattu. Mais que s'est-il réellement passé? Nous avons retrouvé le père de Maxime. Il a accepté de témoigner anonymement par peur des représailles.
Mon fils a commencé à faire un demi-tour très doucement. À ce moment, les Russes ont tiré sur sa voiture. Ma belle-fille s'est couchée sur mon petit-fils pour le protéger avec son corps. La voiture a calé. Je suppose qu'elle a été touchée. En zoomant dans l'image, on distingue bien 2 tirs ciblant la voiture et qui proviennent de la position russe. C'est quand la voiture a fait demi-tour que ma belle-fille a été touchée. Et au même moment, la mère du camarade de Maxime a été blessée à l'épaule. Mon fils a ouvert la portière, il est descendu de la voiture. Il a levé les mains en l'air et il a commencé à crier « Il y a un enfant dans la voiture !» Ils l'ont tué sur le coup. En réalité, Maxime n'est pas mort à ce moment-là. Vous voyez, le blessé bouge encore. Et personne ne descend de la voiture. On aperçoit son bras qui bouge. Un homme en tenue militaire descend d'un char siglé d'un V blanc sur le flanc, caractéristique des forces russes. Il rejoint un groupe de soldats qui sont en train d'extraire le petit garçon et la femme âgée. On voit clairement les signes distinctifs de l'armée russe sur la jambe. L'armée ukrainienne n'a jamais utilisé de signe de reconnaissance à la jambe. L'un des militaires entraîne l'enfant et Natalia à l'écart. La suite nous est racontée par son fils, que nous avons pu joindre par téléphone. Ma mère m'a raconté que le soldat les a dirigés vers une fosse. Alors elle s'est mise à crier « Est-ce que nous allons finir fusillés? Est-ce que ça va se terminer comme ça ?» À ce moment, un autre soldat est arrivé. Manifestement, c'était un gradé. Il lui a mis le doigt sur la bouche et lui a dit « Tais-toi !» Mais elle s'est remise à crier « Pourquoi êtes-vous venu ici? Contre qui pensez-vous nous défendre? Qu'est-ce que vous faites ?» Il lui a répondu « Je ne sais pas pourquoi nous sommes ici. Veuillez m'excuser, moi aussi j'ai un enfant du même âge. » Il a dit à l'enfant « J'espère que tu pourras me pardonner un jour. » Ma mère a éclaté en sanglots et lui a répondu « Il ne vous pardonnera jamais. » Enfin, il leur a dit « Partez, et quand vous serez plus loin, vous pouvez appeler quelqu'un pour qu'il vienne vous chercher. » Le fils de Natalia les retrouvera 2 heures plus tard, à quelques kilomètres de là sur le bord d'une route. Maxime, lui, est mort des suites de ses blessures. 2 soldats finissent par tirer sa dépouille derrière une haie. Le corps de sa femme, Ksenia, est resté dans la voiture. Le couple avait décidé de fuir un village à proximité. Il voulait rejoindre Kiev pour être en sécurité. Ce n'est pas un cas isolé. Durant les jours qui ont suivi, d'autres automobiles ont subi le même sort. Au final, il y a eu une dizaine de véhicules mitraillés à ce même endroit, dans un rayon de 200 mètres. La zone n'a été libérée que le 29 mars, soit près de 3 semaines après la mort de Maxime et Ksenia Yowenko. Nous avons pu nous rendre sur place quelques heures seulement après le départ des forces russes. Une unité de la défense territoriale a accepté de nous guider sur place. Sur la route, plusieurs cadavres de civils jonchent encore le sol. Pourquoi vous faites ça? J'essaye de les effrayer. Il ne faut pas que les chiens les mangent. Regardez les chaussures, c'est un civil. Allez, on y va.
Sur le bas-côté, plusieurs corps calcinés. Pour le moment, nous avons retrouvé 14 corps sur cette route et un 15e un peu plus loin là-bas dans les champs. Nous arrivons à la hauteur de la station-service. Elle est totalement détruite. Cette voiture calcinée, c'est celle de Maxim Yowenko. Elle n'a pas bougé depuis le 7 mars. Son corps et celui de sa femme feraient partie des 14 cadavres retrouvés. Les hommes de la défense territoriale veulent également nous montrer les sous-bois. Il faut avancer prudemment, car le terrain est peut-être miné. C'est là où les Russes avaient établi leur campement. Ils ont pillé là, la station essence, et se sont installés ici. Grâce aux arbres, ils étaient cachés. Regardez, il reste une ration d'alimentation. Ration individuelle russe. La table, les chaises, les brosses, l'eau, le lait. Ça, c'est du lait de marque ukrainienne. Le bois aussi là-bas. Tout ça, ils l'ont volé dans la station-service. Il reste même la carcasse de ce char d'assaut. Cette zone était stratégique pour les Russes. Cette route mène à Jitomir. Et elle relie aussi la frontière avec la Biélorussie. Cet endroit est vraiment très important. Pourquoi s'en prendre à des civils en fuite? Volodymyr Zolkin est un blogueur et militant ukrainien. Grâce à ses contacts avec le ministère de l'Intérieur, il a été autorisé à rencontrer plus d'une centaine de soldats russes, capturés depuis le début du conflit. Il diffuse les vidéos de ses entretiens sur sa chaîne YouTube, de la propagande complètement assumée. L'objectif de ces échanges, et je le précise dans chaque vidéo, dans chaque enregistrement, c'est de diffuser à la population russe la vérité sur ce qui se passe réellement. Et ce sont leurs proches, les soldats, qui parlent. Dans ces vidéos, qui totalisent 40 millions de vues, l'identité et l'apparence des soldats ne sont pas masquées, ce qui est interdit par la Convention de Genève. Volodymyr Zolkin affirme ne diffuser que les témoignages de ceux qui acceptent. Donnez-vous votre accord pour avoir une conversation et que cette conversation soit ensuite diffusée? Oui. Des échanges menés comme des interrogatoires et tournés dans les prisons où sont détenus ces soldats. Ce militaire est suspecté avec son unité d'avoir exécuté des civils sur une route. Le commandant du bataillon a dit que les voitures qui allaient vers Kiev devaient être stoppées, et celles qui ne s'arrêtaient pas aussi. Il a dit de les stopper ou ne pas les stopper? De les stopper, et celles qui ne s'arrêtaient pas, de leur tirer dans les roues. Il y a eu des tirs sur les voitures de civils? À ce moment-là, 3 voitures sont passées, et 2 ont été arrêtées. À l'intérieur, il y avait 3 personnes. Les gens que vous avez stoppés, ils ont été exécutés? Ils ont été exécutés devant moi. Combien de personnes ont été exécutées? 3. Qui les a exécutés? Un tankiste. Je ne connais pas son nom. Avec quoi il a tiré? Avec une mitrailleuse. Il a tiré une rafale? Comment il a fait? Il les a fait se mettre à genoux puis a tiré? Non, ils étaient debout. Il leur a tiré dans la nuque. Ces soldats ont-ils agi sur ordre? Des déclarations qui viennent corroborer les informations collectées par les autorités ukrainiennes. Andrei Nebitov est le chef de la police régionale de Kiev. Il a également réuni des preuves attestant qu'ordre était donné de tirer sur les civils. Nous avons intercepté des conversations téléphoniques où les commandants disaient « éliminer les civils ». Selon eux, la population pouvait informer les forces ukrainiennes de leur position, ce qui les rendait vulnérables. C'est pour cette raison qu'ils tiraient sur les colonnes des civils qui évacuaient en voiture avec leurs enfants.
même si elles étaient identifiées avec des bandeaux blancs et des inscriptions « Enfants » sur le pare-brise. Des civils abattus froidement par les forces russes pour protéger leur position. Une guerre d'occupation où la population locale doit également collaborer avec l'occupant, de gré ou de force. Le petit village de Motégène en a fait l'amère expérience. Ce jour-là, un mois est passé depuis la libération du bourg, mais la douleur est encore vive. Oleg a accepté de nous accompagner, là où les Russes l'ont détenu pendant 3 jours. C'était une belle maison, elle est complètement détruite. Cette propriété servait de centre d'interrogatoire aux militaires russes. Quand ils m'ont amené, c'est là qu'ils m'ont interrogé. La bâche au sol était accrochée ici. On pouvait l'entendre quand il y avait du vent. Oleg est le directeur d'un centre de désintoxication situé à la sortie du village. Les Russes le soupçonnaient de cacher des militaires ukrainiens dans ses locaux. Ils l'ont enlevé le 24 mars et l'ont amené ici pour l'interroger. Ils m'ont intimidé, ils ont mis mon visage contre le sol. Un premier homme tirait avec un fusil d'assaut entre mes jambes. Chaque tir se rapprochait de moi. Un deuxième, lui, tirait autour de ma tête. Comme je ne parlais pas, ils ont mis le canon du fusil sur ma colonne vertébrale et je devais m'allonger dessus. J'ai des trous dans le dos, j'ai encore des bandages. Je m'allongeais et il m'expliquait ce qui allait se passer s'il appuyait sur la gâchette. J'ai 2 traces dans le dos. Vas-y, vas-y, regarde, il reste des cicatrices. Vas-y plus haut, c'est bon, vous voyez? Les soldats vont l'enfermer dans ce puits, à l'écart de la maison. J'étais assis dans le fond. Il a passé 2 jours ici dans le noir, sans eau ni nourriture. Il tient à nous montrer comment il a tenu. Vous me sortez de là après, hein? Vous voyez, impossible de rester debout, c'est pour ça que j'étais penché. Je suis resté dans cette position. C'est comme ça que je me reposais et j'étais assis comme ça. Comme ça. Ensuite, je me relevais. Et je me mettais comme ça. Puis je me baissais de nouveau. Voilà, comme ça. 2 jours comme ça. 2 jours, durant lesquels il affirme avoir entendu les autres villageois se faire torturer dans la maison. Chaque soir, j'entendais qu'ils ramenaient des gens ici. Ils les torturaient et ils les tuaient. L'un d'eux a été torturé pendant des heures. J'ai tout entendu. Ils l'ont battu. Ils lui ont cassé les bras et après ils lui ont tiré dessus. J'ai entendu un tir dans le genou. Et après ils lui frappaient la jambe. Il hurlait. Ensuite ils ont tiré sur l'autre jambe. Quand l'homme n'avait plus la force de crier, ils sont venus me chercher. Les soldats le sortent du puits et l'amènent à l'arrière de la maison, dans une pièce qui sert de geôle. 3 hommes y sont détenus depuis peu. Ensemble, ils échappent à la mort de justesse, car les forces ukrainiennes libèrent le village quelques heures plus tard. Parmi tous ceux qu'ils ont amenés ici, nous sommes 4 à être encore vivants. Les autres, et ils étaient vraiment très nombreux, ils sont tous enterrés quelque part par là. Voilà ce qu'ont découvert les forces ukrainiennes à leur arrivée. Derrière la propriété, dans ce sous-bois, un charnier. Quelques corps à moitié enterrés sont visibles, mais les habitants en sont certains. Il y en a beaucoup plus. Pourquoi il y a un monticule ici? On sait qu'il y avait un tracteur ici.
Ils ont pu y enterrer des corps? Il va falloir vérifier. 3 cadavres sont rapidement identifiés. 3 personnalités de Motedjen qui étaient portées disparues. C'est la mère. C'est Olga Petrivna. On la connaît bien. C'est la mère du village. Et là, son époux, qui est élu au conseil municipal. Et il y a leur fils aussi. Ce corps, je ne sais pas qui c'est. Ils ont les doigts et les bras cassés, le visage tuméfié. Ils leur mettaient des bouts de métal sous les ongles, ils les torturaient, les interrogeaient, les fusillaient. Olga Petrivna Surenko était la mère de Motedjen depuis 16 ans. Elle, son mari Igor et leur fils Alexander ont tous les 3 été enlevés par les Russes le 23 mars. Dans ce petit village de 1000 habitants, qui porte encore les stigmates de l'occupation russe, tout le monde connaissait les Surenko. Voici la maison dans laquelle vivait la famille. C'est ici que les soldats russes sont venus les chercher. Leur gendre, Igor, a accepté de nous faire entrer. Depuis le rapt de ses beaux-parents, le temps semble s'être arrêté. Venez, je vais vous montrer. Là, il y a un lit. Ils hébergeaient beaucoup de gens ici. Olga, son époux et leur fils s'occupaient de l'aide humanitaire. Ils sont restés ici pour aider les habitants. Ils ont permis à de nombreuses personnes d'évacuer le village. Et ils aidaient aussi les habitants du village voisin. Je suis très triste, mais j'ai surtout beaucoup de respect et de fierté pour eux. Je suis sûr qu'ils sont morts car ils ont refusé de collaborer. Ils ne sont pas devenus des collaborateurs, ils étaient ukrainiens. Ceux qui ont fait ça vont-ils être punis? Je ne le sais pas. Mais ce dont je suis certain, c'est que chacun subira tôt ou tard le châtiment et paiera pour ses fautes. Eux, vous et moi, dans cette vie ou dans une autre. Avant de répondre de leurs actes devant des tribunaux, les auteurs de ces exactions doivent être identifiés. Qui sont ces soldats? Et pourquoi ont-ils agi de la sorte? Pour Volodymyr Zolkin, le blogueur ukrainien, les origines sociales donneraient un premier élément de réponse. S'il fallait donner un pourcentage, je dirais que 95% d'entre eux font partie des couches les plus basses de la société. Si on ne parle pas de leur éducation, mais de leurs origines, les soldats proviennent des régions les plus reculées de Russie. Des soldats très jeunes, peu instruits, qui auraient été bercés depuis leur enfance par une propagande d'État. Ils disent tous avoir entendu le même discours officiel, à la télé ou lors de discours, qu'il y avait des nazis contre lesquels il fallait se battre en Ukraine. Ils ont subi un lavage de cerveau. Ils vivent dans un monde parallèle qui est complètement déconnecté de la réalité. On leur a toujours tenu le même discours et on continue à leur raconter des choses qui n'existent pas. La réalité, ils l'ont découverte une fois sur le terrain. Une réalité que même leurs proches ne veulent pas entendre. Comme l'illustre cet échange téléphonique entre un soldat russe et sa mère, capté par les services secrets ukrainiens et authentifié par des médias indépendants. Mon fils, garde courage. Si tu voyais tout ce qui se passe là-bas, vous vous battez pour quelque chose d'important. Parle-en à tes frères d'armes. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous tuons des civils. Non, vous ne tuez pas des civils, vous tuez des fascistes. Crois-moi, je ne veux pas en entendre plus. En cause également,
une désorganisation de l'armée russe, qui se prétendait pourtant comme l'une des plus puissantes au monde. Cette spécialiste des crimes de guerre enquête actuellement en Ukraine. Selon elle, certaines unités sont parfois livrées à elles-mêmes. L'armée russe, contrairement à certaines armées occidentales, fonctionne de manière très décentralisée. Tous ont le même but à atteindre, mais chaque unité n'a pas d'instruction claire sur la manière d'atteindre ses objectifs. C'est à eux de décider. Et donc, vous allez avoir des comportements très différents entre les différentes unités. Donc, je pense que cela explique ce qui a pu se passer, certaines unités se comportant très mal. Boutcha en est l'illustration. Quand les soldats ukrainiens ont libéré la ville, voilà ce qu'ils ont découvert. Au total, plus de 500 civils ont été tués ici en un mois. L'une des unités à l'origine de ces crimes est la 64e brigade de fusiliers motorisés. À sa tête, un officier originaire de l'extrême est de la Russie, le lieutenant-colonel Azatbek Omurbekov, surnommé par les médias le boucher de Boutcha. 10 de ces hommes ont été mis en examen par la justice ukrainienne. Ils sont poursuivis pour crimes de guerre. Certains soldats russes avaient pour but de terroriser la population locale, de façon à semer la terreur parmi les habitants. Ils tuaient des civils dans les rues de Boutcha sans aucune explication. Beaucoup de cadavres retrouvés à Boutcha présentent des signes de blessures dues à des snipers. Désolé de m'exprimer ainsi, mais c'est comme si quelqu'un s'était amusé à tuer des civils. La Russie, de son côté, nie toute exaction, parlant même de mise en scène. Dans ce qui apparaît comme une provocation, Vladimir Poutine a décoré le 18 avril dernier l'unité qui aurait semé la terreur à Boutcha. Sur ce document officiel, le président de la Fédération de Russie nomme les hommes de cette brigade au titre honorifique de garde, soulignant leur héroïsme et leur courage lors de la défense de la patrie et des intérêts de l'État. Vladimir Poutine signe-t-il ainsi sa responsabilité dans les actes commis? Vous savez, quand il s'agit de décider qui doit être tenu pour responsable de choses comme les crimes de guerre, il s'agit vraiment de la responsabilité du commandement. Il ne s'agit donc pas seulement du soldat qui a appuyé sur la gâchette, mais aussi du supérieur qui lui a donné l'ordre de le faire. Cela remonte vraiment à toute la chaîne de commandement, jusqu'au sommet. Et le commandant en chef de ces forces armées est Vladimir Poutine. Je pense qu'une enquête sur son rôle pourrait révéler qu'il est possible de l'inculper, ainsi que d'autres hauts responsables de l'armée russe. 3 mois après le début de la guerre, la justice ukrainienne a ouvert plus de 11 000 enquêtes. Leur nombre risque d'augmenter à mesure que le conflit se poursuit. Il faudra des années pour que les responsables de ces actes soient condamnés, si toutefois la justice internationale arrive un jour à les appréhender.